L'économie au service de l'homme, proposée par l'équipe du CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Montpellier. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue. Le CJD, c'est un mouvement de dirigeants d'entreprise qui cherche à mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Chaque semaine, nous éclairons un thème d'économie de manière positive et on l'espère inspirante, avec un invité de notre territoire. Je m'appelle Pierre Minaudier et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Simon Kossus. Bonjour Simon. Bonjour. Vous êtes le dirigeant, le directeur de Enercop Languedoc-Roussillon. Voulez-vous nous dire quelles sont les activités de Enercop ? Ouais, je vais essayer d'être synthétique. Enercop, on est connu essentiellement comme étant un fournisseur d'énergie, d'électricité en particulier. C'est un métier qu'on fait depuis 2005, depuis que le marché de l'électricité a été ouvert pour l'ensemble des professionnels et puis 2007 pour l'ensemble des particuliers. À Montpellier, on a développé d'autres activités qui sont connexes à ce métier de fournisseur. C'est une activité de bureau d'études où on vient accompagner notamment des professionnels, des collectivités pour les équiper en photovoltaïque, depuis juste l'envie de faire jusqu'à la réalisation et la livraison des installations. Voilà, on travaille avec des communes de la municipalité, Juvignac, on a livré récemment une installation sur Paul Valéry, l'université, pour vous donner quelques exemples. Et puis on est aussi organisme de formation, on travaille beaucoup avec les écoles d'ingénieurs de la région, et puis on s'est lancé plus récemment dans la formation professionnelle continue avec l'idée que la transition énergétique se fera pas s'il y a pas de gens qui savent la faire et la mettre en œuvre. Donc voilà, on essaye aussi de transmettre notre savoir et nos compétences pour accélérer cette transition énergétique. Enercop donc se distingue par différents axes, notamment on a été les premiers à faire de l'énergie renouvelable 100% issue de production locale française. Dès 2005, en fait, on travaille avec aujourd'hui 350 producteurs qui sont un peu partout en France. Par exemple, on travaille avec la métropole de Montpellier. Vous avez une chaufferie qui est à Port-Marianne qui produit aussi un peu d'électricité, dont on achète le courant et qui va servir à alimenter nos usagers à l'autre bout du réseau. Voilà, on fonctionne par équivalence. Évidemment, on ne sait pas ce que fait un électron sur le réseau électrique, mais notre engagement, c'est que pour chaque kilowattheure qui va être soutiré par nos clients d'un côté, on a bien un kilowattheure qui va être injecté de l'autre par un de nos producteurs. Eh bien, merci Simon pour cette présentation de Enercop. On a déjà pu le remarquer, vous êtes un dirigeant engagé dans la transition énergétique. Vous êtes aussi engagé dans de multiples, je crois, associations, notamment, je crois, Impact France. Tout à fait. Voilà, et d'autres. Donc aujourd'hui le sujet de l'émission c'est bien sûr l'énergie, je crois que c'est un sujet d'actualité du moment, mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va essayer de vous connaître un peu mieux, donc je vais vous poser quelques questions du tac au tac. Faut répondre sans réfléchir. Vous êtes plutôt cocktail ou vin ? Vin. Musique ou peinture ? Musique. Emprise ou lâcher prise ? Lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. Bon voilà. C'est une philosophie de vie. Ouais. Philosophie de vie. Bon, merci beaucoup. On vous connaît maintenant un tout petit peu mieux. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler d'énergie et plus principalement, je crois que ça intéresse beaucoup nos auditeurs de Clapas et les auditeurs de manière générale, les citoyens en France et pas que. L'énergie est un sujet d'actualité. Peut-être une frustration. On va commencer par ça sur cette année. Quelle est votre frustration aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous ressentez du marché de l'énergie aujourd'hui, qui est un marché complexe ? Ouais, c'est complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Ma principale frustration, c'est que, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, ce qu'on dit depuis des années finit par arriver. Voilà, on sent les prémices d'un effondrement systémique. C'est quand même pas très réjouissant. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est critique. Nous, ça fait des années qu'on essaye de mettre en œuvre cette transition énergétique pour pas qu'on se retrouve dans une situation où les Français n'ont plus d'électricité à leur compteur. Voilà, qu'on soit clair, je souhaite pas que ça arrive, mais c'est vraiment parti pour que l'hiver prochain, on ait des coupures par manque d'électricité sur le réseau. Et ça, c'est un vrai problème dont on ne mesure pas aujourd'hui les tenants. C'est-à-dire que on n'a jamais, dans l'imaginaire collectif, on n'a jamais vraiment connu de pénurie en fait d'électricité. On vit ça fait très longtemps en tout cas. D'une surabondance d'électricité depuis la fin des années 80, puisque le parc nucléaire a été un peu largement surdimensionné, on va dire. Et donc, on a toujours connu cette profusion. Et là, aujourd'hui, on est en fin d'exploitation de ces centrales. Et moi, ma principale frustration, c'est que, voilà, on a dit, il faut absolument qu'on puisse renouveler ce parc. Nous, on souhaitait le faire avec du renouvelable. D'autres voulaient le faire avec des nouvelles centrales nucléaires. Bon, chacun son point de vue sur la question. Je prétends pas avoir raison
De toute façon, c'est que des points de vue. En tout cas, moi, je sais pourquoi je défends cette opinion-là. Notamment parce que de l'uranium, il n'y en aura pas non plus ad vitam, et d'autre part, voilà, je préfère des technologies qui soient des énergies de paix, qui soient des énergies de proximité, qui soient des énergies qui soient gérables localement, plutôt que des immenses machins centralisés dont on ne maîtrise pas les tenants et aboutissants. Donc voilà, ça c'est très schématique, mais c'est des principes. Et au final, aujourd'hui, en fait, on fait le bilan de 40 ans de non-politique énergétique, puisque à partir du moment où le programme nucléaire a été lancé, finalement, on a abandonné toute politique énergétique, on a délégué ça, alors tantôt au corps des mines, tantôt marché, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt l'impression d'un poulet sans tête au niveau de la politique énergétique de ce pays. C'est vraiment ça ma principale frustration pour répondre à la question, c'est qu'il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de pilote dans l'avion, d'ailleurs, on ne sait même pas si l'avion a des ailes. Voilà, donc ça, on est vraiment dans une situation où on n'arrive pas à construire de nouvelles centrales nucléaires. Flamanville, ça fait 15 ans que c'est en construction, c'est toujours pas livré. Chaque année qui passe, c'est une année de retard sur le chantier, donc on sait pas. On sait pas. Peut-être ça viendra, mais on ne sait pas aujourd'hui. Et quand on voit les autres expériences des réacteurs du même type dans d'autres pays, les 2 réacteurs chinois sont à l'arrêt parce que il y a des problèmes de conception, donc c'est pas très rassurant. Voilà. Et puis côté renouvelable, partout on dit ah non, c'est compliqué, ça marche pas, c'est trop cher. Et puis en fait la vraie raison c'est c'est moche, on n'en veut pas. Ouais, mais assumons un moment, soit on veut de l'électricité, soit on n'en veut pas. Mais dans ce cas-là, trouvons les solutions qui marchent. Aujourd'hui, les solutions qui marchent, il y a qu'à regarder ce qui se fait chez nos voisins à l'échelle mondiale. C'est le photovoltaïque, c'est l'éolien, c'est la biomasse. Ça marche, c'est prouvé. Qu'est-ce qu'on attend? Les économies d'énergie aussi. Donc, on a reçu récemment dans l'émission de Radio Clapas les shifters aussi qui nous parlaient du plan de transformation de l'économie française. Et notamment, le rapport montre que on s'en sortira pas non plus sans nucléaire. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il faut avancer quand même sur les 2 fronts, en tout cas sur ce qui est dit par certains acteurs, qui en tout cas ont envie de prendre le bâton de pèlerin et de mener des réflexions. Pour vous, si on parle un peu de chiffres, aujourd'hui, c'est quoi la production, par exemple, dans notre territoire et quel est le besoin? Alors, ça dépend de quel territoire on parle. Si on parle de national, régional, d'Occitanie, par exemple. Métropolitain. Voilà, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais pour vous donner des ratios, un périmètre comme l'agglomération de Montpellier, c'est une facture d'énergétique d'1 million d'euros par jour. Voilà, toutes énergies confondues. De l'argent, on en dépense quotidiennement, et cet argent, il va dans quelle poche aujourd'hui? Il sert à alimenter des régimes un peu moins démocratiques, il sert à alimenter des systèmes qui sont pas vertueux, qui nous maintiennent dans une dépendance forte, qui ne nous permettent pas de l'autonomie. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est inacceptable en fait. Voilà, aujourd'hui, même si je suis pas d'accord sur tout ce que disent les shifters, on se rejoint sur des évidences qui n'en sont peut-être pas pour tout le monde malheureusement, mais l'évidence c'est arrêtons la gabegie. En fait, on peut déjà diminuer de 25 à 50% les consommations énergétiques juste par des actions d'économie d'énergie de bon sens. Il s'agit pas de revenir à la bougie, ça c'est les tenants du productivisme qui veulent nous faire revenir à la bougie, parce que c'est ce qui va arriver si on n'a plus d'électricité cet hiver. Voilà, on va revenir à la bougie. C'est quand même dommage. Non, nous on dit soyons responsables, consommons moins pour que nous puissions continuer à consommer en fait. Alors, quelles sont les grandes actions pour vous d'économie d'énergie que concrètement un auditeur qui vous écoute aujourd'hui peut faire, soit parce que il est citoyen et on va dire consommateur local, ou dans son entreprise parce qu'il est chef d'entreprise? Alors effectivement, pour passer de l'incantation aux actes, la première chose, c'est d'abord connecter ses consommations. Et une des difficultés avec l'énergie, c'est qu'on a du mal à la quantifier parce qu'on la voit pas. On la touche pas, on la sent pas, on la met pas dans un verre, dans un bocal, on sait pas ce que c'est. Tout ce qu'on a, c'est une petite information sur un cadran qu'on regarde peut-être de temps en temps, ou sur une facture. Le fameux compteur. Ouais, le fameux compteur. Et puis la facture, franchement, qui regarde ses factures en fait? En fait, il y a personne qui regarde ses factures. Il y a que des passionnés qui regardent éventuellement l'évolution de leur consommation. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, et moi le premier finalement, je la regarde pas si souvent que ça ma facture. On n'a pas l'information et donc on n'a pas la connaissance de ça. C'est un peu comme si tous les jours vous alliez à table et puis finalement vous coinfrez et puis vous jetez les 2/3 de ce qui reste. Non, j'exagère. Vous jetez un tiers de ce qui n'a pas été mangé parce que s'il y a des fuites de partout. Voilà. Donc la première action, c'est déjà observer sa consommation. Il y a des petits outils, il y a plein d'applications de suivi maintenant qui existent pour ceux qui sont équipés en Linky. Alors Linky, il y a pas que des bons côtés aussi. Il y a un côté où Enedis se transforme, l'opérateur de réseau de distribution se transforme
plus simplement en distributeur d'électricité, mais aussi en collecteur de données personnelles, et c'est pas toujours très chouette. Voilà, en tout cas, on peut, grâce à certaines applications, suivre ses consommations, et ça, c'est vraiment intéressant. On peut ensuite aller les décomposer, c'est-à-dire, est-ce que c'est mon frigo que je mets trop froid? Est-ce que c'est mon chauffe-eau qui est réglé à 90? Voilà, en fait, la première action, si vous voulez vraiment être efficace, est aller voir votre chauffe-eau. Si vous avez un chauffe-eau électrique, c'est la moitié de vos consommations d'électricité qui sont dans votre chauffe-eau. Est-ce que vous avez besoin de 90 degrés? Non, descendez-le à 55, 60 degrés. Pas en dessous, parce qu'après, il y a des risques sanitaires. Mais déjà, vous ferez des économies substantielles. Ensuite, privilégiez le pull au chauffage. C'est assez bizarre à dire, mais en fait, ça vous coûtera beaucoup moins cher d'acheter un pull que de monter le chauffage. Oui, et puis on a toujours dit que des logements à 19 degrés, c'était bon pour dormir et c'était sain, en fait. Mais voilà. Même pas 19, en fait. On dort très bien à 15 degrés, en vrai. Pour vivre. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs, là, en termes de température chez eux? Ah bah, moi, ce que je pratique, je vais pas le conseiller parce que je veux dire, je témoigne de moi, ce que je vis dans mon quotidien. J'ai la chance d'avoir une maison bioclimatique que j'ai fait construire. Je consomme, voilà, cette année, j'ai passé 15 sacs de granulés pour chauffer 150 mètres carrés tout l'hiver. Voilà. Et l'eau chaude, comprise. Donc, on vit dans la chambre où on dort. Les chambres, elles sont à 17, 18. La pièce de vie, elle est à 19. Ça se passe très bien. En fait, on n'est jamais malade. Il y a moins d'amplitude thermique avec l'extérieur. Ça a beaucoup de bienfaits, en fait. Ça sert à rien de chauffer un logement à 25 degrés. C'est même sujet à vous rendre plus malade qu'autre chose, en fait. C'est comme mettre trop de climatisation en été. Vous avez un choc thermique en sortant, vous avez plus de chances de tomber malade, en fait. Donc ça, c'est sur la partie consommation. Donc effectivement, pensez à son chauffage, pensez à éventuellement d'autres sources comme effectivement le réfrigérateur ou d'autres sources qui peuvent consommer. Dans une entreprise, est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux entreprises? Alors, on a peu d'industrie chez nous, on a quand même beaucoup de services, mais si on regarde un peu les consommations, parce que vous avez des clients aussi professionnels. Ouais, vous en faites pas pour les industries, ils nous ont pas attendu pour faire des économies d'énergie. Ça, quand on paye 1 million d'euros de factures chaque mois, on a de quoi payer un ingénieur pour faire les économies. Donc pour vous, eux, ils sont déjà beaucoup plus avancés sur l'économie d'énergie au niveau des entreprises. Ouais, et puis tout ce qui est vraiment très énergivore, de toute façon, ça a déjà été délocalisé. Hein. C'est un peu cynique de dire ça, mais voilà, factuellement, tout ce qui consomme énormément d'énergie, c'est déjà parti en Chine, en fait, ou ailleurs où l'énergie est moins chère. Ensuite, pour ce qui est de nos activités, nous on a beaucoup de tertiaires, on a beaucoup de services. En fait, on a un gros problème, c'est que le consommateur n'est pas le payeur. L'usager n'est pas le payeur. C'est-à-dire qu'on va avoir des comportements qui sont difficilement maîtrisables. Donc là, il faut plutôt viser de l'accompagnement de personnes et parfois des mesures un peu coercitives, c'est-à-dire brancher certains équipements sur certaines lignes électriques qui sont éteintes à certaines heures, qui sont censées être des heures où il y a personne dans les bureaux. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de consommation sur ces lignes-là. Voilà. Après, ça, c'est les plus gros gisements atteignables facilement et sans investissement, ils sont là. Mmh. Voilà, ça suffira pas à faire la bascule. Après, la problématique aussi, c'est que les entreprises sont souvent logées dans des locaux qui ne leur appartiennent pas. Et donc, elles n'ont pas la capacité de faire de la rénovation énergétique. Pourtant, il y a le décret tertiaire qui est paru récemment. Enfin, pas tout à fait récemment, mais voilà. Et qui impose, en tous les cas, des choses très importantes en termes de restructuration des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires, et ça va vraiment être très lourd à gérer. Le problème, c'est que voilà, on a toujours ce décalage entre qui est l'occupant et qui est le propriétaire du bâtiment. C'est aussi le cas pour beaucoup de locataires à titre domestique. On a du mal à impliquer les propriétaires là-dedans. Il faut qu'ils arrivent à trouver un levier de valorisation de ces travaux-là dans ce qu'ils proposent en offre locative. Ça sera une bonne clé. J'en profite pour rappeler qu'aujourd'hui, nous recevons sur Radio Clapas, sur 93.5, Simon Kossus sur le thème de l'énergie. Si vous aviez une baguette magique aujourd'hui, ou si vous étiez en décideur politique, puisque vous avez parlé de la partie politique, quelles seraient vos premières décisions et qu'est-ce que vous feriez, voilà, concrètement pour accélérer justement cette transition? Donc, on a compris la réduction d'énergie, mais sur la partie production d'énergie, quelles seraient les politiques publiques à mener tout de suite? Je crois qu'il y a un truc qui ferait plaisir à tout le monde, c'est de donner moins de pouvoir à certaines personnes et d'en donner un peu plus à d'autres. Alors je pense notamment déjà remettre un peu plus la gestion, la planification aux mains de la Direction générale de l'énergie du climat.
hein, et puis leur donner des moyens de travailler surtout, parce que c'est pas à une équipe de 40 personnes qu'on planifie la politique énergétique d'un pays. Donc aujourd'hui, la direction générale de l'énergie et du climat, donc c'est où c'est le département du ministère de l'Industrie qui s'occupe de la planification énergétique, qui s'appelait avant la direction générale de l'énergie et des matières premières. Malheureusement, voilà, cette direction n'est pas suffisamment dotée de moyens. Ça fait 10 ans, par exemple, qu'ils travaillent sur le sujet, enfin, qui sont sommés par l'Europe de travailler sur le renouvellement des concessions hydroélectriques. C'est un dossier qui est encore en suspens. On ne sait pas pourquoi il avance pas, mais simplement, moi je le sais parce que j'ai des collègues de promo qui bossent là-bas. Ils n'ont pas de moyens humains, en fait. Voilà, donc c'est encore une fois un peu comme décalage entre le discours politique et puis la réalité. Tout à fait. En fait, on fait beaucoup les dirigeants politiques et notamment l'ancien gouvernement fait beaucoup d'effets de communication et en fait est dans la droite lignée de ce qui se pratique depuis 20 ans, c'est-à-dire pour mieux passer d'un service public à un service privé, en fait, on fait en sorte de faire croire au peuple que le service public ne marche pas. Donc on le prive de ses moyens. On dit, vous voyez que ça marche pas le service public. Bah oui, évidemment, si vous privez les moyens, évidemment que ça marche pas. Donc là, ce qu'on est en train de faire pour l'hôpital en ce moment, clairement, je pense que c'est évident pour tout le monde, mais je préfère le mettre bien clairement. On prive de ses moyens. Vous voyez qu'il y a des dysfonctionnements, les gens sont sous pression, il y a des burn-out, ça part, voilà, il y a une hémorragie, il faut dire ce qui est. Ben voilà. Bilan, on va confier ça au privé parce que le privé, soi-disant, ça marche mieux. Sur quel argument ? Le privé et le public, il n'y a pas de raison que l'un ou l'autre marche mieux ou moins bien, en fait. C'est juste une philosophie de vie, mais là, c'est fait de manière vraiment pas très classe quand même. Et donc, ce qui s'est passé sur l'énergie, là, pendant 20 ans, parce que l'énergie, la difficulté, c'est que c'est structurellement des temps très longs. Et quand je dis très long, c'est on parle d'au moins une vingtaine d'années. Voilà, de plusieurs dizaines d'années, parce que c'est des infrastructures qui sont énormes, qui sont très coûteuses à mettre en place. Et donc, voilà, moi je donnerais déjà des moyens à l'État de mieux gérer sa politique énergétique, déjà. Ensuite, des moyens à la formation, pour que des secteurs puissent se reconvertir. Parce que ça, c'est un vrai sujet. On parle d'industrie. Par exemple, l'automobile. L'automobile. Par exemple, l'automobile aujourd'hui, oui, c'est peut-être de mémoire, ça doit être entre 100 et 150 000 emplois qui sont concernés. Bah, si on veut je crois que c'est plus de 200 000 emplois sur voilà. L'automobile. Bah, même si c'est 250, mettons, s'il faut réduire de moitié le parc automobile, il y a forcément moitié des effectifs qui vont partir aussi. Qu'est-ce qu'on fait de ces 100 000 personnes ? Il faut qu'elles aient du travail en face et on a besoin de main-d'œuvre de folie aujourd'hui sur le secteur de la construction, de la rénovation énergétique. Il faut en gros rénover 1 million de logements par an. Voilà, c'est ça l'objectif et il faut le faire maintenant. Aujourd'hui, on n'en rénove même pas 100 000. Donc il faut faire un facteur 10. À l'échelle, par exemple, de Montpellier, vous savez combien on rénove de bâtiments aujourd'hui ? Non, j'ai pas le nombre exact, mais voilà, 100 000 logements rénovés par an en France. Et c'est pas des rénovations énergétiques, c'est des rénovations tout court. Des rénovations énergétiques, on parle de 10 à 30 000. On a du mal à savoir d'ailleurs, parce que on a du mal à chiffrer les économies d'énergie. Les données sont pas précises. Voilà. Donc il y a des chantiers énormes. Donc il y a des moyens à allouer à certains endroits, il y a des verrous à faire sauter, notamment quand je disais donner moins de pouvoir à certaines personnes, par exemple les architectes des bâtiments de France. Aujourd'hui, ils ont une déposition, c'est des ayatollahs, excusez-moi du terme, mais quand vous voyez qu'ils viennent à pinailler pour des panneaux solaires sur des toitures qui se démontent du jour au lendemain. On parle pas de modifier ad vitam la gueule d'une ville, quoi. On parle pas de modifier un bâtiment, on parle juste de poser des panneaux sur un toit. Attention, ça va. On va se détendre peut-être, non ? Non, on se détend pas. Et on en vient à des positions de principe qui sont parfois des aberrations même techniques, quoi. Donc là, il y a des endroits où il y a peut-être quelques verrous qu'on pourrait faire sauter et donner un peu plus de souplesse. Je dis pas qu'il faille pas protéger le patrimoine, hein. Attention, je suis très content d'habiter à Montpellier avec une ville qui a une gueule parce que il y a ce patrimoine historique qui a été préservé. On est bien d'accord. Mais des panneaux solaires à l'eau, c'est quand même pas raser la ville, alors que on voit fleurir à l'extérieur de nos villes, de toutes les villes de France, des immenses zones industrielles ou commerciales qui, en termes d'esthétique, excusez-moi, sont quand même pas très agréables à regarder, quoi. Donc aujourd'hui, on a parlé, donc vous feriez donc une accélération des moyens pour la planification stratégique, enlever du pouvoir à certaines personnes pour finalement permettre de libérer un peu finalement le développement d'énergie alternative, par exemple. Vous avez pris le cas du photovoltaïque. Si on revient sur la planification, puisque c'est un sujet majeur, c'était un sujet majeur de l'élection présidentielle. La planification aujourd'hui en France, c'est quoi concrètement, si vous essayez pour nos auditeurs de schématiser les axes prioritaires de la planification telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas, on a une idée de ce que c'est ? Ouais, alors vous avez un document qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie,
un document qui est proposé par la Commission de régulation de l'énergie qui vise à donner une feuille de route sur l'implantation de différentes filières. Voilà, tant de milliers de mégawatts d'éolien, tant de centrales nucléaires. Donc des pourcentages, en gros, des volumes, des volumes de production. Voilà, des volumes de production, des volumes d'équipements à installer. Le problème, c'est que c'est des feuilles de route qui sont indicatives et de toute façon, c'est le secteur privé qui va s'en emparer. Et je mets EDF dans le secteur privé. Attention, EDF, c'est une société anonyme. On a l'habitude en France de dire EDF, c'est l'État. Oui, ça appartient à l'État. Ça appartient à l'État, mais l'État gère au travers de l'Agence des participations de l'État, donc il y a un comportement de financier prédateur vis-à-vis d'EDF. Ils n'ont pas du tout un comportement de stratégie industrielle, soyons clairs là-dessus. Quand c'était géré en tant qu'entreprise publique à caractère industriel et commercial jusqu'à la fin des années 90, là on avait la Direction Générale de l'Énergie et du Climat qui avait une planification industrielle d'EDF. Et un certain contrôle, quelque part. Plus qu'un contrôle, une vraie stratégie. Et ils ont bien mené leur barque puisque quand ils ont ouvert le capital, ça a bien marché. Et c'était ça leur stratégie, c'est qu'ils voulaient faire une expansion à l'international. EDF est un géant international de l'énergie. Et EDF, c'est quasiment que du renouvelable. Il y a que en France qui font du nucléaire et en Grande-Bretagne, pardon. Voilà. Le reste, ils n'ont pas de chantier en cours, à ce que je sache. Voilà, ils n'ont jamais réussi à faire un chantier aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, il n'y a plus de chantier nucléaire depuis 40 ans. Voilà. Donc, il n'y a qu'en France qu'on a encore cette croyance que le nucléaire pourrait nous tirer d'affaire. Voilà. Bon. Aujourd'hui, il y a ce programme, enfin cette feuille de route, elle est indicative. Il n'y a pas finalement de moyen de contrôle de la planification, si j'entends bien. Tout à fait. Il n'y a pas de moyen ni de contrôle ni de sanction. Forcément, s'il n'y a pas de contrôle, il ne peut pas y avoir de sanction. Oui, mais même s'il y avait du contrôle, de toute façon, il faudrait... un contrôle quoi? D'accord, et puis on met quelle amende? Et puis quelle sanction derrière? Aujourd'hui, il n'y a rien, en fait. Donc en fait, il n'y a pas d'engagement des entreprises privées d'assurer un minimum de production. Il y a quand même des engagements aujourd'hui qui vous tiennent. Par exemple, à Enercop, aujourd'hui, est-ce que vous avez des engagements qui vous tiennent Non. Alors, les seuls engagements qu'on a, nous, en tant que fournisseurs, c'est fournir nos clients en énergie. Et voilà. Et en fait, Donc c'est l'engagement classique d'une entreprise privée qui doit fournir à ses clients. Tout à fait. Et c'est un engagement qui est quand même assez problématique pour nous, puisqu'on connaît notre prix de vente à l'avance, puisqu'on n'a pas le droit de le bouger comme ça. Le code de l'énergie nous dit, vos clients, vous pouvez pas changer 36 fois le prix. Il y a un autre acteur montpelliérain qui l'a fait récemment et qui s'est fait largement taper sur le doigt et qui a une hémorragie de clients voilà, je fais pas de mauvais esprit là-dessus, mais voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, on connaît notre prix de vente, mais par contre, notre prix d'achat, on le connaît pas parce que on a des contraintes d'achat et de vente sur le marché, parce qu'on n'arrive pas à faire du renouvelable en temps réel. On fait des volumes renouvelables mois par mois maintenant. On peut pas le faire en temps réel. Donc, on a quand même des opérations d'achat-vente sur les marchés avec un prix qu'on ne maîtrise pas. Et donc, là, aujourd'hui, on a été obligé à cause de la volatilité des prix sur le marché, le marché est passé de 50 à 500 en l'espace de quelques mois. Alors, 50 à 500 quoi? C'est des ordres de grandeur. 50 € par mégawattheure. D'accord. Pour 1000 kWh, c'était 50 € au début de l'année 2021. Et on a connu même des pics à 3000. 3000, voilà. 3000 € le mégawattheure. Voilà. Et donc là, on est revenu sur des niveaux à 500, entre 200 et 500 avec une volatilité à la demi-journée qui est de l'ordre de... Pour un prix de vente à combien aujourd'hui? Du mégawattheure? On le vend 200, nous. Vous le vendez 200? On le vend 200, mais on paye 60 de transport, 60 de taxes et 50 de transport. Donc en fait, on fait une marge négative en fait. Donc heureusement qu'on avait un bon volume de sécurisé auprès de nos producteurs, déjà auparavant, qui nous permettent de fournir à nos clients, mais on peut plus en prendre de nouveau depuis le mois de décembre, parce que voilà. Donc là, concrètement, vous êtes dans une situation de blocage au niveau par exemple, du développement de Enercop? Alors pas vraiment, puisque en fait, ce qu'on peut pas développer en termes de commercialisation côté consommation, eh bien on va le développer côté production. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on travaillait essentiellement avec des producteurs indépendants, et maintenant, on va développer notre propre parc de production pour mieux sécuriser nos prix. Donc vous allez devenir producteur, Enercop, aujourd'hui? Oui, on est déjà, alors on ne fait pas on le fait à petite dose, on va dire, mais l'objectif là, c'est de couvrir à court terme, c'est-à-dire dans les 3 ans qui viennent, 30% de la consommation. Ça représente combien là pour vous? Et c'est un changement de modèle pour vous? Alors non. Alors oui. Une accélération voilà, d'un modèle. C'est que nous, c'est le modèle qu'on souhaite depuis 15 ans. Simplement, il y avait trop de distorsions, on n'arrivait pas à le faire parce que le coût des renouvelables était encore trop important par rapport au prix de marché. Maintenant, les énergies renouvelables sont
largement en dessous du prix de marché. Donc, par exemple, pour nos auditeurs sur Radio Clapas 93.5, c'est quoi aujourd'hui un prix de marché du renouvelable? C'est simple, le prix de marché de renouvelable, en fait, il n'y a pas de prix de marché, c'est un prix de production. Oui, c'est un prix de production global. On achète une machine et on sait combien elle coûte. Après, on l'amortit sur 20 ans et c'est facile. Donc, sur des grandes centrales photovoltaïques au sol, c'est 50 € aujourd'hui le mégawattheure. Prix de référence pour une très grande centrale photovoltaïque au sol. Coût de revient. Au prix de production. Prix de production. Il faut rajouter un petit coût sur le financement et puis après il y a toute la partie sur le transport, la distribution et les taxes pour aller jusqu'au client final de l'autre côté du réseau. Pour l'éolien, ça va être 80 et la fourchette, même pour les toitures photovoltaïques, on va être à 100. Voilà. Donc on est entre 50 et 100. Le marché était à 50 l'année dernière, il est à 200, entre 200 et 500 les fluctuations là ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc les renouvelables sont tout à fait compétitives. La seule question, c'est la perspective temporelle, c'est-à-dire que pour les renouvelables, on a besoin d'avoir de la visibilité sur 15 ans. La visibilité, vous l'avez en termes de production, enfin de besoin de production. Ouais, on l'a. On sait qu'on a des gens qui nous ont rejoints, qui sont des clients fidèles. Ils savent qu'ils viennent chez Nercop pour avoir un produit de qualité qui correspond à leurs valeurs. C'est-à-dire, on a rédigé avec nos clients une charte sur qu'est-ce qu'on peut accepter en tant que production chez nous, qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter. Donc, on sait qu'ils seront là pour longtemps, mais c'est pas des engagements contractuels puisqu'on peut pas demander à un particulier, on n'a pas le droit de lui demander de s'engager sur le long terme. On peut pas. Ouais, sur le long terme. Mais même sur du court terme, en fait, un client est libre de partir quand il veut, et c'est très bien, en fait. C'est le code de l'énergie qui nous le dit, mais le banquier en face lui nous dit oui, mais vos clients ils n'ont pas signé sur des périodes longues, donc moi ça me fait peur. Donc je vais vous rajouter quelques pourcents. Voilà, en fait, il y a toujours quelque chose qui se tient, qui rajoute de la complexité. Si c'est pas le côté technique, ça va être le côté financier. Si c'est pas le côté financier, ça va être le côté commercial. Voilà, donc c'est un sujet qui est très complexe et peu importe le fil qu'on tire, il va toujours avoir des éléments de blocage. Donc nous, notre job, c'est rendre ça intelligible pour le commun des mortels, faire en sorte que les particuliers puissent être concernés par le sujet, par différents leviers, mais aussi deviennent investisseurs aussi dans ces moyens de production, parce que ce qu'on souhaite, c'est... Ce qui est le cas de la coopérative, finalement. Vous avez des clients qui sont même particuliers, qui peuvent devenir investisseurs. Tout à fait, on est une entreprise qui appartient à ses clients, c'est quand même assez rare. Et c'est le modèle, en fait, c'est que nous, notre objectif, c'est pas servir du dividende, c'est servir tout court. Servir la fonctionnalité. D'utilité publique, voilà, exactement. Fournir de l'électron. Fournir de l'électron de qualité selon un schéma qui est désiré par le client. Voilà. Donc on a vraiment une boucle assez saine. Et plutôt que de servir du dividende, nous on préfère diminuer les tarifs. Voilà, il n'y a pas de raison que ça profite que aux actionnaires, mais que ça profite à l'ensemble des clients. C'est ça le projet, quoi. C'est un projet de société, de nouvelles formes de services publics. Et on s'inscrit aussi dans un schéma un peu plus global qui est celui des licornes. Donc qui sont licornes avec 2 O comme coopérative. Voilà, on est licorne. Voilà, on est 9 coopératives qui ont allié leurs forces, qui adressent le marché de masse, le grand public. Ce qu'on veut, c'est proposer des services qui soient une sorte de renouveau du service public. Donc, vous avez par exemple le Mobicop qui va travailler avec le covoiturage. Vous avez la Nef pour les services bancaires. Vous avez Command qui peut vous proposer des appareils électroniques type téléphone ou ordinateur en location avec du matériel renouvelé. Vous avez Télécop pour votre abonnement mobile. Enfin voilà, il y a plein de services qui sont en train de s'étoffer, qui font la promotion d'une économie au service de l'homme et non l'inverse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui moi me tient à cœur depuis des années et qui est un peu et la plupart des gens qui travaillent chez Nercop, qui soutiennent les Nercop, sont vraiment dans cette logique-là. L'argent, c'est un moyen, on en a besoin, mais c'est pas une fin en fait. Et la fin, c'est qu'on ait tous accès à des choses qui nous facilitent la vie et qui nous rendent heureux, voilà, qui nous asservissent pas, mais qui nous rendent heureux parce qu'on a une vie qui est plus simple. Voilà. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message particulier ou un mot de conclusion pour les auditeurs d'aujourd'hui? Ouais, j'en ai plusieurs. Un qui serait une boutade, ça serait acheter des pulls. Voilà, acheter des pulls en prévision de l'hiver. Acheter des moufles pour cet hiver. Des mitaines si vous voulez continuer à taper sur un clavier. Bon, c'est un peu cynique, mais c'est quand même. C'est possible. Voilà, en tout cas, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que c'était possible. C'est que ça devient possible malheureusement. Voilà.
Ensuite, on a aussi nous l'envie de partager ces sujets, de pouvoir répondre aux questions des personnes. Donc, on peut vous proposer de nous rencontrer à différentes occasions. On fait une randonnée du côté de Florac le 29 mai. Ça s'appelle Randowatt. On vient expliquer l'énergie éolienne sur cette randonnée en particulier, dans des paysages sublimes sur les rebords des gorges du Tarn. Ça va être magnifique. Et puis sinon, on tient aussi nos assemblées générales qui sont des temps festifs. Tout est ouvert au public chez nous. Vous pouvez même assister à nos conseils d'administration en vrai. On n'a rien à cacher. Et donc notre prochaine assemblée générale se tiendra le samedi 25 juin. On ne sait pas encore où, mais ça sera dans le Gard. Ouais, ça sera dans le Gard, ok. Eh bien, merci beaucoup, Simon Kossuth. C'est déjà la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme. Merci à vous, chers auditeurs, à Pej, notre directeur de l'antenne, et l'équipe de Clapas 93.5, à notre invité, bien sûr, Simon Kossuth, et enfin, à notre mouvement de dirigeants d'entreprise, le CJD, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les lundis à 13h en direct du studio de Radio Clapas. Retrouvez les replays sur radioclapas.fr, la chaîne YouTube du CJD Montpellier ou Spotify, Deezer, enfin toutes les plateformes dignes de ce nom. Vous pouvez contacter le CJD de Montpellier via Facebook ou LinkedIn. À la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vos proches et surtout de vous.